Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes lundi, c'est le 9 novembre 2020. Joe Biden y est enfin parvenu. Lui qui avait tenté l'aventure et échoué à 2 reprises en se présentant aux primaires du Parti démocrate en 1988, puis en 2008, va enfin devenir le locataire de la Maison-Blanche. Mais le parcours de l'homme n'aura pas été simple pour celui qui était d'ailleurs donné favori de la primaire démocrate il y a un peu plus d'1 an. Le démocrate Joe Biden est donc désormais le 46e président des États-Unis dans une Amérique plus que jamais divisée. À 77 ans, Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, prendra donc ses fonctions à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Nous allons pouvoir en parler donc avec mes confrères en plateau, James William Baguidi, qui en parlait déjà dans la première heure, dans sa chronique. Nous allons pouvoir poursuivre. James, de nouveau, bonjour. Bonjour à nouveau, Ricardo, bonjour à tous. Merci de rester avec moi. Et puis en face de vous, Gédéon Wegba, journaliste, chroniqueur international. Bonjour, Gédéon Wegba. Bonjour, Ricardo. Merci d'accepter mon invitation. Et puis, en ligne avec nous, aux États-Unis d'Amérique, le professeur Juste Kodjo. Il est politologue et directeur du programme de doctorat en études de sécurité. C'est à New Jersey City University, aux États-Unis. Le professeur Juste Kodjo est également le promoteur de Consencratie. C'est bien cela, c'est un modèle de démocratie consensuelle adapté aux réalités de l'Afrique. Professeur, bonjour. Bonjour M. Pécou et bonjour au plateau. Merci d'être en ligne avec nous. Je sais que là-bas, il doit être actuellement aux États-Unis 1h40 minutes, n'est-ce pas? Absolument, c'est vrai. Ouais, j'ai dû me réveiller pour me prêter à l'exercice. Merci, merci vraiment d'accepter rester avec nous en ligne pour décrypter justement cette actualité. Que vous inspire, professeur, l'élection de Joe Biden comme président des États-Unis, 46e président des États-Unis? Alors, vous l'avez rappelé, hein, Joe Biden a eu un parcours un peu exceptionnel. Ce parcours, personnellement, m'inspire un peu la persévérance. La persévérance, vous l'avez annoncé, il est à son 3e coup d'essai. Donc, il a fallu toutes ces années croire un peu en ses idéaux. Il m'inspire aussi, disons, l'exemple du service public. Quelqu'un qui a su trouver un repère dans la douleur. Quelqu'un qui a su trouver une mission, je dirais, dans le service public. Malgré un peu, si vous permettez, les péripéties de la vie. Très tôt, lors de sa première élection au Sénat, il a perdu sa femme, son enfant, juste avant même d'avoir prêté serment, et n'a pas baissé les bras. Il y a quelques années, en 2015, il a perdu à nouveau son 2e garçon et n'a pas baissé les bras. Et se retrouve élu aujourd'hui à la tête de ce pays. Il faut y voir l'exemple du service public. Et j'espère que cela va inspirer les gens un peu partout dans le monde, inspirer surtout ceux qui aspirent au service public. Quand vous avez été élu à l'âge de 29 ans au Sénat, le plus jeune sénateur jamais élu, et que vous devenez 48 ans plus tard, le plus vieux président élu, cela, quelque part, doit donner des leçons à travers le monde. Voilà un peu ce que m'inspire l'élection de Joe Biden. Et vous, professeur, qui avez, je dirais, vécu de très près cette élection de Joe Biden avec cette liesse populaire dans les rues aux États-Unis, quelle analyse en faites-vous justement? Comment avez-vous vécu cela? Il faut dire que ça a été une période de suspense. Alors, l'annonce des résultats est venue un peu comme un élément libérateur. Je me souviens, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu l'email d'une de mes étudiantes qui plaidait ce soir, dimanche, c'était le délai pour soumettre un mémo qu'il me devait.
Et cette étudiante m'a envoyé un email pour demander exceptionnellement à prolonger un peu ce délai parce qu'elle n'a pas pu se concentrer pendant les 3 ou 4 derniers jours en raison de l'attente, en raison du suspense. C'est une anecdote, mais qui décrit un peu, disons, la psychose qui a régné ici au sein d'une certaine partie de la population. Parce qu'il faut l'avouer, ce n'est pas au sein des supporters de Joe Biden, il faut quand même dire qu'il y avait une certaine anxiété qui régnait. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que ses supporters et beaucoup d'autres ont accueilli cette nouvelle. C'est vrai que de l'autre côté, pour les pro-Trump, ce n'est pas la joie. Les prochains jours nous diront un peu dans quel sens les choses iront. Nous allons justement analyser suffisamment ces différents recours adressés par Donald Trump devant la justice. Quelle sera la suite? Vous allez pouvoir nous en parler puisque vous êtes justement professeur et vous maîtrisez, je dirais, un peu les tests en la matière. Restez en ligne avec moi, professeur Juste Kodjo. Gédéon Wegba, comment avez-vous, je dirais de loin, pu vivre ces instants uniques aux États-Unis pendant ces 3 ou 4 derniers jours? Sous réserve de confirmation des résultats par les instances compétentes, moi je vais dire que la démocratie a parlé aux États-Unis. La démocratie a parlé. Joe Biden est élu, je vais dire, est élu président, le 46e président des États-Unis, dans des conditions, on peut dire, douloureuses, même si l'homme aura connu beaucoup de conditions douloureuses dans sa vie. Et je pense que les États-Unis, même si on peut déplorer ou reprocher des choses à leur système électoral, montrent, si besoin était, que la démocratie existe toujours et que la majorité peut toujours donner dicter sa loi sur la minorité. Donc l'élection est une bonne chose et je pense que c'est une première, en tout cas sous ce format aux États-Unis, c'est une première. Un président élu dans des conditions pareilles. Donald Trump, jusqu'à maintenant, résiste, ne veut pas reconnaître sa défaite et continue même de s'amuser, je vais dire, en ne reconnaissant pas la victoire de son adversaire. Et tout ceci montre que le pays, en tout cas, la vitalité démocratique est en marche dans ce pays. Chacun va à ses occupations. Le nouveau président élu a déjà fixé son cap, en tout cas, comment il entend gérer le pays dans les 4 prochaines années. Il a fixé son cap déjà, les dossiers prioritaires, les défis pour lui, tout ça. Pendant ce temps, l'autre aussi continue ses recours devant les instances compétentes. Et dans tout ça, ma lecture, c'est quoi? Je constate qu'on peut être au pouvoir et perdre, et même créer la fraude. Alors que sous d'autres cieux, c'est le contraire. On est au pouvoir, on a forcément la victoire à sa porte. Avec cette élection, James William Gbagidi, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé. Si effectivement Donald Trump est déclaré battu une bonne fois pour toutes avec le rejet ou le non-aboutissement des recours qu'il a intentés, c'est que l'Amérique a beaucoup de choses à se faire pardonner à travers le monde et beaucoup de choses à corriger. Mais ce qui va devoir changer en premier, c'est le rapport que les Américains ont entre eux. Vous savez, il y a certains analystes qui ont laissé entendre que ce clivage que Donald Trump a accentué entre les Américains existait déjà, et c'est vrai, et qu'on est arrivé probablement à un point de non-retour, à telle enseigne que la réconciliation des Américains par Joe Biden sera extrêmement difficile, d'autant plus que Donald Trump va rester un acteur politique très actif. La pratique aux États-Unis, toutes les pratiques que Donald Trump est venu découvrir, il les a battues en brèche. Et personne ne doit s'attendre à ce que, une fois devenu ancien président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump soit un retraité sage qui ne s'intéresse plus
à la politique ou qui ne s'intéresse que très peu à la politique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donald Trump pense probablement qu'avec les 11 millions de personnes qui ont porté le choix sur lui à l'occasion de ces élections, il y a de quoi rester un acteur politique actif. Il est peut-être même déjà en train de se faire à l'idée d'être candidat dans 4 ans pour reprendre la Maison-Blanche. Et pendant ces 4 prochaines années, Donald Trump va essayer autant que possible d'entraver le mandat de son successeur. Il critiquera très régulièrement ce qui ne lui paraîtra pas être dans la droite ligne du conservatisme qu'il a incarné pendant 16 années à la Maison-Blanche. Et donc, il faudra pour Joe Biden toute une stratégie, toute une intelligence pour réussir à réconcilier les Américains entre eux. Parce que c'est ça son plus grand défi. C'est ça qui doit changer aux États-Unis. Certes, les premières annonces qu'il a eu à faire, Gédéon en parlait, ne sont pas du tout même de nature à donner l'impression aux autres Américains, à ceux qui n'ont pas voté pour lui, qu'il est le président de tous les Américains, puisque sa première décision, c'est de remettre en cause largement des choses que Donald Trump a eu à faire. Et bien entendu, Donald Trump ne le laissera pas faire, même si Donald Trump n'est plus président des États-Unis. Ça va être un mandat compliqué pour Joe Biden. Ce sera sans doute le président confronté à l'adversité la plus farouche de son prédécesseur et il faudra qu'il compte avec ça pendant les 4 prochaines années. Professeur Juste Kodjo, Joe Biden hérite, je dirais, d'un pays divisé, d'une économie en baisse, un taux de chômage qui est monté. Comment va-t-il s'en sortir? James William Baguidi, mon collègue, en parlait à l'instant. Professeur Juste Kodjo? Professeur Juste Kodjo? Vous entendez? Oui, allez-y. Ok, d'accord. Donc, je disais qu'au plan économique, les défis sont énormes en raison de l'ampleur de la pandémie. Alors, nous avons perdu entre mars et avril près de, je crois, 22 millions d'emplois par ici. Il y a eu une bonne dizaine de millions de récupérés, mais il y a encore beaucoup d'emplois à rétablir. Et du coup, ça va être sa priorité. Comment il va y arriver? Je crois que ça passera nécessairement par le contrôle de la situation sanitaire d'abord, et ensuite de voir comment stimuler l'économie. Alors, je crois que l'un de vos panélistes l'a dit tout à l'heure, ça ne va pas être facile parce que le côté républicain ou le camp républicain a son propre agenda. Même si on reconnaît à Joe Biden une qualité exceptionnelle de négociateur et de coopérateur, si vous voulez, ça ne va pas être facile nécessairement parce que regardez déjà à la date d'aujourd'hui sur la cinquantaine de sénateurs républicains, il n'y en a que 2 qui ont eu le courage d'appeler publiquement à féliciter Joe Biden pour son élection. C'est vous dire à quel point Trump a encore de l'emprise sur le parti. Il est à craindre donc que en janvier, quand Joe Biden va prendre fonction, que ce camp-là se radicalise ou tout au moins essaye de lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues. C'est vrai que pour comprendre cette stratégie, il faut aller vraiment en profondeur. Je l'ai expliqué par le passé lors d'autres occasions. Les États-Unis sont à une croisée de chemin. Et il y a 2 forces en présence. Les forces conservatrices qui ne veulent pas bouger ou qui ne veulent pas voir la société bouger sur un certain nombre de plans. Et vous avez de l'autre côté donc les forces progressistes qui font tout pour faire avancer certaines valeurs sociales. Et ce combat-là s'est accentué depuis l'ère Obama. Et avec Trump, ils ont eu l'opportunité de mettre fin à un certain nombre de choses mises en place précédemment par Obama et étaient dans la même logique pour poursuivre toujours. Donc, il faut espérer que ce bras de fer se poursuive
jusqu'à ce que, par le biais des urnes, ou j'espère certainement, non pas par la violence, mais plutôt par le biais des urnes, que une victoire décisive arrive à se dessiner pour un camp, afin que l'autre camp puisse accepter d'aller faire avec. Mais à l'état actuel, je ne vois pas le pays se réconcilier de façon aussi facile. Joe Biden va certainement essayer, mais il faut s'attendre effectivement à de la résistance. Mais professeur Jusqu'au-Jour, Donald Trump, mes collègues l'ont dit sur le plateau, multiplie les recours devant la justice. De façon concrète, sur quoi fonde-t-il ces recours et est-ce qu'il a des chances de réussir, Donald Trump? Toutes les analyses portent à croire que les recours, de façon générale, n'ont pas beaucoup de chances d'aboutir. C'est vrai que les textes en la matière sont un peu exigeants. Quand vous introduisez des recours pour que les cours acceptent d'examiner, il faut pouvoir produire des preuves. Mais pour la plupart du temps, les allégations sont un peu d'ordre général et vagues. Il y a eu néanmoins des recours spécifiques. J'anticipe que les cours vont encore prendre quelques jours pour examiner ces recours-là, mais je ne vois pas beaucoup de chances d'aboutissement. Maintenant, il faut se demander, est-ce que ces recours sont introduits nécessairement pour espérer un aboutissement ou c'est juste une stratégie pour ralentir le processus et créer un certain sens de frustration au sein de ses supporters, un certain sens de frustration qui pourra exploiter à l'avenir? Je pense personnellement que c'est plutôt le cas. Je ne pense pas que sa stratégie soit nécessairement orientée vers l'issue des résultats de 2020, mais plutôt vers un combat futur. Nous avons appris dernièrement, je crois hier ou avant-hier, qu'il a des projets personnels et au nom de ces projets, par exemple, figure la création d'une télévision. Et quand vous connaissez Trump, quand vous connaissez l'individu, pouvoir avoir une audience très large qui va compétir avec les audiences des autres chaînes classiques, cela exige de lui qu'il puisse conserver ou produire un certain esprit de rébellion, de résistance, de frustration, et c'est tout ça qui lui permettra donc de faire basculer l'audience de son côté. Et comme je dis, ce projet s'inscrit dans un projet beaucoup plus large, un projet politique certainement. Nous verrons dans les prochains mois certainement les choses se dessiner d'un côté ou de l'autre. Oui, mais professeur, l'autre question qu'on se pose, qu'est-ce qui se passerait, que disent les tests si éventuellement Donald Trump, à l'issue de ses recours, était déclaré définitivement battu et qu'il refusait justement de quitter la Maison-Blanche ou de céder le pouvoir? Que disent les tests? Alors, il faut dire qu'on n'a pas vécu ce scénario par le passé. Mais ce qui est sûr, le président à lui tout seul ne peut pas, il pourra pas résister si la procédure suit son cours et que les résultats officiels sont proclamés, confirmés, que le Congrès se réunit, je crois, le 6 janvier pour proclamer officiellement l'élection de Joe Biden comme président de la République. Alors, le 20 janvier, Donald Trump n'aura pas d'autre choix que de céder. Il y a en place une certaine structure suffisamment robuste. On espère qu'on ne va pas pouvoir en arriver là, mais il sait, et ses supporters qui sont à la Maison-Blanche savent qu'ils n'auront pas le choix, ils ne pourront pas rester une heure de plus. J'espère qu'ils ne vont pas tenter d'affronter un peu cette structure qui est mise en place. Avec lui, tout est possible, mais je doute qu'il puisse pousser à aller jusqu'à ce niveau. D'accord. Professeur Jusqu'au-Jour, restez en ligne avec moi. Gédéon Wegba, vous avez suivi cette analyse et ce que disait justement James Koulian-Baguidi à l'instant. Joe Biden, il hérite d'un pays divisé, mais Donald Trump devra, coûte que coûte, laisser le pouvoir s'il était déclaré battu.
Absolument, absolument. Je pense que même s'il met à l'épreuve le système démocratique américain, il fera pas autre chose que de partir tranquillement. Parce que c'est un pays où les institutions sont très fortes, les institutions sont au-dessus des hommes, donc Donald Trump ne va pas outrepasser ces institutions. Et l'autre chose, il faut comprendre que Donald Trump veut jouer ses DD4. C'est sa stratégie, il veut jouer toutes ces DD4 pour montrer que, bon, en tout cas, il a essayé jusqu'au bout avant que ça ne marche pas. Donc, c'est un homme qui n'a pas appris à reconnaître son échec, qui est toujours là à chercher la victoire. Donc, est-ce que sa stratégie marchera cette fois-ci? Parce que dans les affaires, ça a marché, il est milliardaire, donc peut-être qu'il veut l'appliquer dans la politique. Est-ce que ça marchera sur ce coup? J'ai bien peur, parce que quand toutes les puissances salue déjà la victoire de celui qui est élu. Le Canada a reconnu la victoire. Le Canada, c'est à moins de, en tout cas, à quelques kilomètres des États-Unis. Les États-Unis, bien sûr. La France, l'Allemagne, l'Inde et tout le reste, en tout cas, toutes les grandes puissances pratiquement ont reconnu la victoire de Joe Biden. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend encore à ne pas saluer cette victoire. Et mieux, George Walker Bush, qui est républicain, a reconnu hier aussi la victoire de Joe Biden. Donc j'ai bien peur qu'ils finissent de façon très triste sur la scène politique américaine. Parce que ce qui se dessine aujourd'hui, on ne voit pas un Donald Trump sorti avec la tête haute de la Maison-Blanche. Il va sortir peut-être par la petite porte. Parce qu'il pousse à l'usure les choses et ça risque d'être en sa défaveur. Vous faites la même analyse que Gédéon Weba, James William Baguidi? Pas tout à fait, parce que je pense que la situation est quand même assez claire. Si la défaite de Donald Trump elle est consommée, Donald Trump quittera la Maison-Blanche. Certes, la petite porte, Gédéon l'a dit, mais ce sera même dans une humiliation. Et je vous ai expliqué pendant la première heure de cette émission, le phénomène d'un président qui perd les élections et qui s'entête, qui ne veut pas céder le pouvoir, c'est arrivé une fois. C'était, je crois, le 3e président des États-Unis qui venait d'être élu, mais son prédécesseur avait refusé de lui céder le pouvoir. Et c'est en ce moment-là que la pratique a été mise en place. Les institutions se sont détournées du président sortant pour faire allégeance au président entrant. Pratiquement, on pouvait, à cette époque-là, lui céder la Maison-Blanche, le siège de la présidence des États-Unis, et le siège se téléporte pratiquement ainsi vers le nouveau président. Aujourd'hui, la Maison-Blanche est le siège de la présidence, est le siège de la toute-puissance américaine, et que Donald Trump le veuille ou pas, le 20 janvier, même les employés de la Maison-Blanche vont faire allégeance à Joe Biden. Et c'est l'épouse de Joe Biden qui va devenir la maîtresse de maison, la chef, la patronne de la Maison-Blanche, et que Donald Trump le veuille ou pas, il sera simplement éconduit. C'est-à-dire à ce niveau-là, le service secret vont l'accompagner vers sa voiture, les employés vont sortir ses affaires, décrocher les portraits qu'il a installés, parce qu'on aménage la Maison-Blanche selon le goût du président élu. Et à l'heure actuelle, les services au niveau de la Maison-Blanche commencent déjà à prendre les informations auprès de Joe Biden et de Jill Biden, son épouse, pour savoir comment aménager la Maison-Blanche pour qu'elle soit au goût du président élu. Et ce qui va se passer, c'est le 14 décembre prochain, le collège des grands électeurs va se réunir et voter. D'ici le 14 décembre, les recours entamés par Donald Trump auront probablement été épuisés. S'ils ne le sont pas, on pourrait peut-être changer cette date-là, mais ça m'étonnerait. C'est donc le collège des grands électeurs qui va se réunir et voter. Dès que le collège des grands électeurs désigne le futur président, c'est totalement terminé. Donald Trump n'a pas d'autre choix que de se plier ou de se faire humilier. Et cette humiliation suprême pour quelqu'un qui aura été président des États-Unis. Mais ce que le professeur Kodjo a dit et qui me paraît très intéressant, c'est que Donald Trump est dans une stratégie, certainement aujourd'hui, conscient de ce que la victoire n'est plus possible. Il veut maintenir l'illusion selon laquelle il reste combatif jusqu'au bout, qu'il ne renonce pas à son électorat, qu'il ne renonce pas à ceux qui peuvent être ses partisans aujourd'hui et peuvent l'être encore demain.
Parce que Donald Trump, vous savez, n'oublions pas qu'il y a 5 ans, quand il commençait à grignoter la base du parti républicain, les républicains se sont au départ opposés à lui. Il était présenté comme un pantin, même par certains républicains. On ne pouvait pas s'imaginer qu'un homme comme celui-là puisse s'accaparer du Parti républicain. Aujourd'hui, non seulement Donald Trump a pris le Parti républicain complètement, mais il a élargi la base du Parti républicain, soit 11 millions d'électeurs pour un président sortant. Aucun autre président ne l'a jamais obtenu avant lui. C'est vrai que, naturellement, parce que la population s'accroît, il y a la base électorale qui s'accroît, il y a, mais aussi une forte mobilisation qu'on a pu constater le jour du vote, qui a montré que Donald Trump est resté populaire presque partout où il avait gagné les élections il y a donc 4 ans. Et c'est pour cette raison que je pense que Donald Trump calcule déjà sa stratégie pour 2024, le fait de se présenter à nouveau à la présidentielle américaine à la suite d'un président Joe Biden qui probablement pourrait ne pas être candidat à sa propre situation. Il est assez âgé, il aura 81, voire pratiquement 82 ans au moment de finir son mandat. Il y aura peu de chances que Joe Biden se présente ou qu'il puisse vraiment séduire les Américains s'il se représente à 82 ans. Et donc, Donald Trump n'a pas perdu cela de vue, probablement, et il veut maintenir cet électorat-là pour lui et non pas seulement pour le Parti républicain. Et pour enchérir, je vais dire que le 20 janvier à midi, il n'y a pas de négociation. Donald Trump quitte la Maison-Blanche. Et selon les principes démocratiques là-bas, le système est tel que, comme il a dit, ce n'est pas Donald Trump qui s'impose, mais c'est le système qui s'impose à Donald Trump. Donc Donald Trump n'aura qu'à obéir à ce système simplement, sinon il se fera humilier publiquement. Et je ne pense pas qu'il accepte d'aller jusqu'à ce niveau. Et l'autre chose, comme il a dit, le 14 décembre, les grands électeurs des 50 États américains vont élire le prochain président. Donc si c'est fait, il n'y a plus matière à polémiquer. Je pense que lui-même, il fera table rase. Professeur Juste Kodjo, j'ai envie de dire, au regard des analyses de mes collègues en plateau, que Donald Trump est bien un stratège politique. Absolument. Alors Trump est parvenu au pouvoir contre toutes les prédictions, si vous voulez. Et donc, il faut lire en lui quelqu'un de très affûté. Généralement, je souris lorsque des gens le traitent de con. On n'arrive pas, on ne parvient pas au sommet du pouvoir aux États-Unis sans avoir un minimum de capacité. Et surtout, lui pourrait être venu d'abord contre il s'est battu, si vous voulez, contre ce que nous appelons le establishment, les caciques du pouvoir. Et c'est justement ça qui a fait de lui ce qu'il est. C'est cet esprit de rebelle qui l'a aidé à prospérer en politique. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il continue d'entretenir cet esprit de rebelle, celui qui remet en cause le système, celui qui affronte le système. C'est ça qui a fait de lui ce qu'il est. C'est là qu'il trouve son succès. Et donc, moi, je ne suis plus personnellement surpris qu'il adopte une attitude de résistance. Parce que céder facilement, ce n'est pas non seulement de sa nature, mais ça ne fait pas partie non plus de sa stratégie habituelle. Donc, je vois en lui quelqu'un qui a le regard tourné vers l'avenir et qui certainement a son projet. Nous ne savons pas toute l'ampleur du projet. Ça peut être pour lui-même, ça peut être pour quelqu'un qu'il veut positionner, mais dans tous les cas, il serait surprenant que Donald Trump quitte la Maison-Blanche sans avoir un plan en tête pour l'avenir. Professeur Juste Kodjo, Joe Biden, désormais élu président des États-Unis, avec à ses côtés une femme, Kamala Harris. Selon vous, quels sont les grands défis, les défis les plus importants que Joe Biden devrait désormais relever à la Maison-Blanche? Alors, on l'a abordé tantôt, c'est la question de la cohésion nationale. Ça, c'est son plus grand défi, personnellement, je trouve. Maintenant, la question de l'économie, on l'a abordé aussi. Il y a certainement d'autres questions. Quand vous observez un peu son
son projet de société, que ce soit les questions d'assurance sanitaire, les questions d'immigration. Les chantiers sont un peu vastes, mais ce qui, à mon sens, va définir un peu son mandat, ça va être sa capacité à amener les deux parties ou les deux camps à converger vers quelque chose qui pourra profiter au pays. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que, comme je disais tantôt, les républicains, en fait, je ne sais pas si, je ne crois pas être allé en détail, mais le problème fondamental pour le camp des républicains qu'il faut essayer de comprendre ou qu'il faut faire l'effort de comprendre, c'est quoi? Vous avez un changement démographique en cours aux États-Unis. Pour la première fois, la race blanche pourrait devenir minoritaire ou est en train de devenir minoritaire aux États-Unis. Et quand vous avez un tel changement dans la structure démographique, il se suit évidemment une peur, une psychose au sein de ceux-là qui, d'habitude, considèrent la race blanche comme la race dominante. Et donc, naturellement, ils essayent de mettre en place des tactiques, des stratégies pour conserver ce pouvoir, cette puissance de leur race. Et donc, si les États-Unis devaient fonctionner comme dans les sociétés ordinaires où c'est la majorité qui impose sa voix, il est donc à craindre que dans les décennies à venir, que la race blanche ne puisse se retrouver dominée. Donc le combat est beaucoup plus profond. C'est un combat de survie que mènent les républicains en général, et particulièrement les supporters de Trump, qui perçoivent un danger à l'horizon. Et ces débats n'ont pas nécessairement lieu en public, mais ils ont certainement lieu dans les réseaux, ils ont certainement lieu dans les couvents classiques. Et donc, tout ça accentue un peu plus la question de la cohésion nationale. Parce que vous avez une frange de la population qui est prête à aller au chaos pour préserver la puissance de la race blanche. Et donc, quand c'est comme ça, vous avez beau tendre la main, vous avez beau tout faire, vous n'allez pas pouvoir réussir parce que leur objectif, ce n'est pas une cohésion nationale qui va à l'avantage des autres races, mais plutôt une cohésion qui va à l'avantage de la race blanche. Donc le débat est vraiment profond, le combat il est réel. J'espère seulement que les uns et les autres en prendront conscience. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer de façon concrète? Je ne pourrais vous le dire. Professeur Jusqu'Odjo, vous parlez de la race blanche. J'ai bien envie qu'on s'intéresse également à la race noire. Plusieurs dirigeants africains se sont déjà précipités pour saluer la victoire de Joe Biden, disant notamment espérer un renouveau des relations entre l'Afrique et les États-Unis. Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Oui, d'habitude, nous, Africains, nous avons tendance à être un peu naïfs, mais il faut reconnaître que les États-Unis, quand le président est élu, quand une nouvelle équipe se met en place, ce qui compte, c'est d'abord les intérêts de leur pays. Et nous devrions chercher en fait à trouver des opportunités pour faire passer aussi nos intérêts. Arriver à trouver un moyen pour peser dans la balance. Maintenant, si nous attendons que ce soit les États-Unis qui viennent vers nous, si nous-mêmes nous n'avons pas un plan, nous n'avons pas un projet et que nous déroulons et nous leur faisons comprendre qu'en fait, sur tel point ou tel point, sans nous, ils ne peuvent pas aller, nous allons continuer en fait à être des spectateurs, si vous voulez, de la scène politique. Mais c'est vrai qu'avec l'élection de Joe Biden, quelqu'un qui a passé le clair de sa vie dans la politique étrangère, pour avoir été d'abord président pendant de longues années de la Commission des Affaires étrangères et ensuite vice-président, Joe Biden est donc, comparativement à Trump, beaucoup plus, si vous voulez, un vétéran de la question des relations internationales. Et donc serait beaucoup plus ouvert. Il serait plus facile donc d'aborder des questions relatives à l'Afrique ou à d'autres régions. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes préparés à saisir cette opportunité-là pour pouvoir travailler avec une administration Biden dans un sens qui arrange l'Afrique et qui arrange les États-Unis? C'est la grande question.
parce que ça demande beaucoup de tact, ça demande des capacités diplomatiques que nous n'avons malheureusement pas pu bâtir à l'heure actuelle. D'autres régions, d'autres pays sont beaucoup plus en avance que nous. J'espère que nos gouvernants ne vont pas simplement se limiter aux félicitations et aux déclarations d'encouragement et de soutien. D'accord. Restez en ligne avec nous, on va finir sur ce débat tout à l'heure. Gédéon Wegba, vous avez suivi les explications. Joe Biden, beaucoup de défis, il devra réconcilier les Américains, mais il devra également gérer, je dirais, sa politique étrangère, notamment avec l'Afrique. Je fais bien les analyses du professeur Gilles Cordio. Je pense que la réconciliation est primordiale avec la situation actuelle. Il faut que Joe Biden travaille à rassembler les Américains autour des défis communs pour eux. Et l'autre chose, c'est le défi économique. Et je constate que c'est toujours le cas pour chaque nouveau président américain. Joe Biden ne sera pas le premier ni le dernier. Et Barack Obama a connu la même situation quand il prenait le pouvoir en 2009, je crois. Et même chose pour son successeur. Donc, les défis économiques sont immenses pour Joe Biden. Il devra travailler à, en tout cas, redonner confiance aux Américains. Parce qu'il a dit tantôt, le professeur Gilles Cordio, il y a plus de 22 millions d'Américains aujourd'hui qui sont au chômage. C'est une situation vraiment exceptionnelle. Et c'est un défi majeur pour lui. Je pense qu'il doit travailler pour ça. Mais c'est déjà arrivé, comme je l'ai dit, on a connu des situations plus catastrophiques sous d'autres présidents, notamment sous Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, quand il prenait le pouvoir dans les années 1929, je crois, ou 1920, en tout cas dans les années 20, il a eu à rencontrer la plus grande crise économique de l'histoire, la crise économique de 1929, notamment, qu'il a su relever. Et ça a permis aux Américains de se réaffirmer sur la scène internationale. Et ils lui ont donné 3 mandats. Il en est même mort au cours de son 3e mandat. Donc je pense que le plus grand défi de Joe Biden, c'est de redonner confiance aux Américains, qui aujourd'hui sont en difficulté financièrement, économiquement, et de réaffirmer la suprématie. Bon, une manière de dire, la suprématie des États-Unis dans le monde, parce que, quoi qu'on dise, c'est la première puissance mondiale. C'est eux qui dictent la loi. Et ceci dit, moi je note une chose, et je constate que le faible de certains présidents, c'est de prendre comme prétexte le bilan économique pour chercher à remplir forcément coûte que coûte. C'est déjà arrivé partout, même au Bénin. On a connu ça en 1996 avec le président Soglo, qui, avec son bilan très positif en 1996, pensait que il allait être adoubé par les populations. Malheureusement, il a échoué. Donc, le bilan économique n'est pas forcément la clé de la réélection. Il faut que certains présidents se détrompent, que ce n'est pas forcément le bilan économique qui doit permettre d'être réélu coûte que coûte. Donc, Donald Trump doit sortir de son monde enfermé. D'accord. James William Balidi, des relations avec l'Afrique, Joe Biden devrait également travailler là-dessus. Je pense que les relations que Joe Biden entretiendra avec l'Afrique seront très largement différentes des relations que Donald Trump a eu à entretenir avec le continent. Une chose est certaine, dans la pratique, pas grand-chose ne va changer. Dans les accords qui étaient en place avant l'arrivée de Donald Trump, il n'y a pas eu de remise en question, notamment l'accord de l'AGOA, c'est le plus important, celui qui permet aux États africains d'exporter leurs produits vers les États-Unis sans droit de douane. Le président Trump n'a pas remis en cause l'AGOA. Ce qu'il a fait et qui a fortement déplu aux Africains, sans doute, c'est sur les questions d'immigration. C'est ce décret qui a mis fin à la présence, en tout cas qui a interdit l'arrivée sur le territoire américain de citoyens dont des pays sont sur le continent africain. Donc, il y a cet élément-là qui va peut-être changer. D'ailleurs, Joe Biden, lui, il est dans une posture plus empathique. Il y aura beaucoup plus de relations, il y aura beaucoup plus d'échanges, contrairement à Donald Trump qui, dans un propos, a traité certains pays africains de pays de merde. Je ne pense pas que Joe Biden puisse aller vers des extrémités comme cela et puisse tenir de ce genre de propos. Il songe même déjà à organiser un sommet entre les pays africains et les États-Unis d'Amérique, chose que n'envisageait à aucun moment Donald Trump. Il n'a pas mis pied sur le continent africain, le président américain actuel. Et puis, vous vous souvenez, son premier
son premier secrétaire d'État a été limogé alors qu'il était en pleine tournée sur le continent africain. C'était quand même autant de choses qui ont montré que Donald Trump n'avait pas un regard si positif sur le continent africain. Vous savez, Donald Trump, c'est un mercantiliste avant tout. C'est quelqu'un qui s'intéresse au commerce et à ce que les États-Unis peuvent gagner en termes économiques. Et sur ce plan-là, étant donné que l'Afrique était quand même et reste assez marginale dans le commerce international, Donald Trump ne s'y est pas intéressé. Mais au-delà du commerce, il y a d'autres choses. Il y a les relations humaine, ne serait-ce que ça. Il y a également la lutte contre le terrorisme qui doit changer dans laquelle on doit changer de paradigme. C'est sur ces éléments-là que le président Biden, quand il sera investi, va entrer en contact et en symbiose avec le continent africain. Mais il ne faut pas que les Africains se trompent. Joe Biden est élu président des États-Unis d'Amérique. Kamala Harris, bien que noir, métis, mélange d'asiatique et d'africaine, de noir, aujourd'hui vice-présidente, il ne faut pas se faire d'illusions, elle n'est pas là pour s'occuper du continent africain. On a déjà eu Barack Obama, noir, fils du Kenya, qui n'a pas fait grand-chose pour le continent et donc il ne faut pas se faire d'illusions. Professeur Jusqu'Odjo, ça va être sans doute ma dernière question. Je vous ai pris 40 minutes de votre précieux sommeil. Vous allez vous rendormir puisqu'il est déjà 2 heures, quelques minutes aux États-Unis. Que deviendra Donald Trump après avoir quitté la Maison-Blanche, selon vous? Alors, une chose est relativement certaine, c'est que Trump ne va pas se retirer et prendre sa retraite. Ça va être certainement tout sauf ça. Comme je l'ai dit tantôt, ils sont dans une dynamique du long terme. Donc, il va essayer de demeurer, si vous voulez, un peu le meneur de ce mouvement de résistance. Parce que c'est un peu comme ça que je le perçois. C'est une résistance aux forces du changement. Et donc, c'est avec plaisir qu'il va continuer à mener cette résistance-là. Les derniers, on a parcouru un peu le pays depuis l'annonce des grandes tendances, et il se fait que ses supporters sont en fait en attente et veulent pouvoir suivre son leader. Donc, il y a ce rôle de leadership qu'il va assumer avec plaisir. Et c'est dans ça que je le vois le plus. Pour revenir très rapidement à la question de l'Afrique, avant que vous ne me laissiez partir, je le disais, il nous appartient à nous de profiter de l'opportunité qui s'offre à nous. Si nous attendons que les États-Unis déroulent leur politique et que nous recevions ce qu'ils nous proposent, nous allons être toujours dans la même situation que par le passé. Joe Biden a été élu président aux États-Unis en grande partie à cause du vote de l'électorat noir. Donc ça veut dire qu'il y a une force à l'interne ici que nous pourrions utiliser comme force pour faire du lobbying auprès de l'administration Biden. Un peu comme le font les Juifs, un peu comme le font d'autres peuples. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Si nous attendons, nous croisons les bras et qu'on attend que Joe Biden déroule son plan, d'abord, l'Afrique n'est pas au premier plan de l'agenda des États-Unis. Et donc, du coup, il va reléguer un peu, si vous voulez, la politique africaine à des spécialistes au sein du département d'État et au sein de son National Security Council. Donc, c'est justement à ces deux niveaux-là qu'il faut arriver à influencer, à faire du lobbying. Et pour y arriver, il faut profiter de l'occasion qui s'offre de cette force que constitue l'électorat noir ici et user de ça pour peser un peu plus dans la balance. Je le dis parce que j'y crois fermement. Pour nous, c'est une opportunité. Si les Noirs ont réussi à faire élire quelqu'un de par leur vote et même le président élu le reconnaît, alors il faut pouvoir, pour nous, mettre en place une stratégie qui puisse profiter de cette opportunité-là. J'espère vivement que les uns et les autres, quand je dis les uns et les autres, que les différents gouvernements africains vont pouvoir bondir sur cette opportunité-là. Voilà un peu ce que
je pourrais dire merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, professeur Juste Kodjo. Le plaisir, il était partagé. Merci à vous d'ailleurs, vraiment d'avoir accepté répondre à nos questions et puis d'être resté avec nous pendant plus d'une demi-heure. Merci vraiment. Je le rappelle, vous êtes politologue et directeur du programme de doctorat en études de sécurité. C'est au New Jersey City University, c'est aux États-Unis. Vous êtes le promoteur de Consancratie. C'est un modèle de démocratie consensuelle adapté aux réalités de l'Afrique. Professeur Juste Kodjo, merci et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. On revient en plateau, Gédéon Weba. On va justement faire un dernier tour sur ce sujet des États-Unis d'Amérique avec Joe Biden. Que devient Donald Trump après sa sortie de la Maison-Blanche? C'est un homme qui aime la télé, qui aime les médias, donc sûrement qui va lancer sa prochaine télé pour s'amuser, parce qu'il aime bien ça. Il aime bien ça. L'homme a déjà tout eu, il a l'argent, en tout cas, elle est bien. Donc, il ne reste que rester au contact des Américains en permanence. Donc, le meilleur canal pour le faire, je pense que c'est la télé, comme il aime bien le faire. Donc, il va peut-être lancer sa prochaine télé très bientôt. Vous avez la même impression? Bon, il ne va pas se contenter de lancer une chaîne de télévision. Il va rester en politique? Je pense que Donald Trump va rester très farouchement attaché à la politique. S'il est en train de mener ce combat aujourd'hui, c'est parce qu'il entend forcément compter dans les prochaines élections. Déjà, à l'occasion du midterms, je pense qu'il essaiera de faire positionner des gens pour les élections sénatoriales et au Congrès dans 2 ans pour que le Congrès bascule dans le camp républicain, de manière à ce que le mandat de Joe Biden soit perturbé. Et il voudra également probablement être candidat en 2024. Et pour cela, il faut qu'il garde une forte influence. Et 71 millions d'électeurs qui se sont portés sur lui, malgré les incartades dont il a été le champion à la Maison-Blanche, je l'ai déjà dit, ce n'est pas rien. Et Donald Trump, il a changé la base du Parti républicain. L'analyse supplémentaire que le professeur Kodjo a donnée, celle fondée sur la mutation de la base ethnique des États-Unis qui fait un peu peur aux suprémacistes blancs. Cette analyse est à prendre en compte également. Donald Trump fait partie de ces gens-là qui les admirent sans le dire, ces suprémacistes. Bien Et sûr. donc, il voudra certainement que ces gens-là arrivent à des postes de responsabilité de plus en plus nombreux pour pouvoir influencer le scrutin en 2024 afin que ce soit lui ou quelqu'un qui partage les mêmes postures que lui. Et je pense qu'il pensera d'abord et avant tout à lui. On parle quand même de Donald Trump. Il ne cherchera certainement pas à positionner quelqu'un d'autre que lui. Il voudra être candidat en 2024. Je pense que c'est pour cela qu'il se bat encore aujourd'hui.